Bienvenue Philippe Hédé-Anclin. Merci à vous, merci de m'inviter, merci de me donner l'occasion de me présenter, d'être avec vous ce matin. Merci en tout cas vous. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, plus communément connu sous le sigle CFCIM. Affirmatif. Affirmatif, ouais, c'est le nom de code. Depuis le 1er janvier 2017. Avec vous, on va parler, Philippe Hédé-Anclin, de l'inauguration officielle du TGV ou du LGV, ligne à grande vitesse demain. C'est le grand jour qu'on attend depuis quelque temps, parce que c'est un investissement qui a été porté par la France et par le Maroc, qui est quand même important. C'est le premier réseau sur TGV, LGV Afrique. Donc je pense que le Maroc et que ce soit fait au Maroc, pour moi c'est un honneur, parce que c'est le pays qui est le plus développé de la zone d'Afrique du Nord. C'est le seul sur lequel on ait des visions, je dirais, économique et rapide et positive, et que le développement d'une ligne de train à grande vitesse est synonyme de modernité. Est-ce que la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc a joué un rôle dans ce projet? Non, c'est les services économiques de l'ambassade de France qui ont surtout été à la manœuvre, et il faut les en remercier et les féliciter, parce que je crois que c'est... Pas la Chambre française de la commerce. La Chambre a accompagné, non, ouais. on accompagne toujours, parce qu'on a des industriels qui font partie de la Chambre, qui sont membres de la Chambre, qui sont opérateurs de la ligne, Alstom, pour pas les nommer. Donc on travaille étroitement avec eux, et on n'a pas de partie, nous, on n'est pas partie prenante d'une façon directe sur la construction de la ligne à grande vitesse. D'accord, en tout cas, donc inauguration officielle, ce qu'on disait tout à l'heure, demain. Est-ce que vous y serez, vous, Philippe? Moi, j'y vais. Oui, j'y serai. Donc le LGV, ça représente et ça symbolise quoi, selon vous? D'abord, la coopération franco-marocaine à haut niveau, l'accompagnement de la France sur le développement économique du Maroc, parce que je pense que c'est aussi primordial, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est un projet qui est porté quand même à 50% par la France aussi. L'investissement est marocain, mais il y a une partie française aussi. 50-50 ? Sur les proportions, je pense que c'est à peu près 50-50, oui. Ouais. Donc, vous n'êtes pas sûr? J'ai pas tous les chiffres en mémoire et en tête. Donc c'est cofinancement marocain. C'est un cofinancement. Enfin, il y a une partie de financement, une partie de financement français qui accompagne le projet. Donc ça, c'est important. Et c'est la première fois qu'on a un train à grande vitesse qui va s'installer en Afrique. Donc oui, en Afrique du Nord en particulier. Donc oui, c'est important. Oui, c'est l'accompagnement qu'on veut faire. Mais ça veut dire quoi, Philippe Hédé-Anclin? Ça veut dire aussi que ça symbolise les relations plus qu'amicales. Est-ce qu'il y a une dimension aussi au-delà de la coopération économique, au-delà de la symbolique? Je pense que non. Je sais pas. Je pense que la modernité d'un État passe aussi par la modernité de ses infrastructures. Donc je pense que on a réalisé beaucoup d'autoroutes au Maroc depuis l'avènement de Sa Majesté. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Je pense que le train à grande vitesse, il va pas se limiter uniquement à l'axe Tanger-Casablanca. Je pense que ce sera aussi, il va se développer dans d'autres régions du Maroc. Une deuxième étape aussi. Il faut se projeter dans l'avenir. Ouais. Il faut se projeter dans le futur. On parlait aussi d'Agadir. Donc on va voir où ça quand ce sera fait et où ça en sera. Mais pour le moment, oui, c'est l'accompagnement d'une vision stratégique de développement. Pour vous, c'est ça qui a été le... Oui, je pense que c'est le moteur. Et les relations de proximité entre États, entre chefs d'État aussi, est-ce que ça joue dans ce type de projet et d'investissement? Parce que c'est du 50-50. C'est toujours facilité quand il y a deux chefs d'État qui s'entendent, donc il y a une collaboration bilatérale qui est telle que celle qu'a le Maroc avec la France. Et évidemment, ça simplifie les projets. On a des discussions qui sont plus faciles, on a un objectif commun, on a une vision commune, et on veut aller de l'avant. Donc c'est un accompagnement. Ça veut dire que pour vous, Philippe Hédé-Anclin, aujourd'hui, la relation entre le chef de l'État, Laurent Mohamed VI et Emmanuel Macron, est parfaite. Ils sont sur la même. Je pense qu'elle est parfaite. Je ne suis pas dans la relation, donc mais de ce qu'on en voit de l'extérieur, pour moi, elle est parfaite. Quand on voit les images. Je pense que Sa Majesté le roi Mohamed VI a toujours eu une relation privilégiée avec les dirigeants français.
De par l'histoire. De par l'histoire je pense qu'avec M. Sarkozy qui a lancé ce projet de TGV et de LGV, la relation a été excellente. Je crois qu'avec M. Hollande, elle a été aussi excellente. Et il y a eu quelques petits remous, mais ensuite les choses se sont... les petits remous, ça fait partie des bonnes relations. Ça fait partie des bonnes relations. S'il n'y a pas de remous dans les bonnes relations, c'est pas de bonnes relations. En tout cas, avec Emmanuel Macron, c'est... Je pense que l'entente était excellente. Ouais, on revient sur le LGV. Aujourd'hui, on annonce le fait que ça serait, le LGV aurait des impacts extrêmement forts. Ça a été le cas en France avec le développement de pôles urbains, de dynamique économique, touristique, hôtelière, toutes ces choses-là. Si je vous dis quels sont les impacts selon vous importants et prioritaires qu'a le LGV? Est-ce que dans cette zone de Tanger à Casablanca, est-ce que ça va permettre aussi à toutes les villes périphériques, les quartiers, les zones de se développer? On a un développement économique sur la zone Tanger-Casablanca qui est quand même relativement important, qui est à peu près 40% du PIB marocain aujourd'hui c'est sur cet axe. Donc l'accompagnement avec un LGV, c'est sûr que ça va accélérer les choses. On va pouvoir éviter de la route pour aller à Tanger. C'est 2 heures et demie de train pour aller à Tanger. C'est superbe. On a 2h20 dans la voiture. Et ça va développer tous les écosystèmes qui ont été créés, la zone franche de Kénitra aussi, parce que le train va s'arrêter à Kénitra, donc on a Kénitra, Casa, Tanger, Rabat. Oui, ça va accélérer le développement de la zone. Mais est-ce que ça va structurer aussi le développement? Parce qu'on a besoin de développer le développement, mais de créer le développement, je veux dire, et de le structurer en même temps, parce que... Je pense que permet ça, selon vous, ou le permettra ça en tout cas. Je suis convaincu qu'il le permettra. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est une évidence. On peut pas créer un outil moderne et ne pas accompagner le développement. Mais ça a été pour vous, c'est pour moi, c'est déjà pensé, c'est déjà pris en compte. Et le gain de temps, tout à l'heure, vous faisiez référence, effectivement, Casa-Tanger, ça sera fait en 2h20. Je crois que c'est 2h20, oui. Donc, 4h45, c'est quasiment 5h aujourd'hui. Gain de temps pour le business, ça veut dire gain de temps pour le business, vous faites des allers-retours, on n'a plus besoin de voiture, on n'a plus besoin, l'avion c'est très bien, mais il faut se pointer à l'aéroport, il faut attendre, il faut s'enregistrer, on a toujours, la gare, vous arrivez, vous prenez votre billet, vous avez déjà votre billet, vous montez dans le train, vous êtes arrivé. Et on peut travailler tranquillement dans le train. Mais vous, au niveau de la Chambre, les adhérents, les entreprises, parce que nous, on a des entreprises. Est-ce que nous, on a des entreprises qui sont sur temps. Des chefs d'entreprise. Tout le monde est unanime. Mettons-le en route tout de suite. D'accord. Au niveau des entreprises adhérentes à la Chambre de commerce. Oui, mettons-le vite en route parce qu'on en a besoin. Et que dites-vous personnes un peu récalcitrantes qui disent voilà, au Maroc, on avait peut-être besoin il y avait d'autres priorités que le LGV? C'est toujours entendu ça, non? Oui, mais c'est toujours facile de critiquer ce qui est une vision du futur. Mais si on veut accompagner le développement, à mon avis, c'est par là que ça passe. Le reste va suivre. Il y a une vision qui est d'un train à grande vitesse. La modernité va aller avec le train et les infrastructures qui vont accompagner seront obligatoirement modernes. On peut pas créer un outil moderne et avoir une infrastructure obsolète. Donc c'est un processus qui va accompagner le développement. Et celles de ceux qui sont récalcitrants aujourd'hui, je pense qu'à très court terme ils vont changer d'optique. Ouais. Mais tout ça, effectivement, il y a aussi une effervescence et toute une dynamique. Mais il y a déjà une effervescence qui s'est créée, indépendamment de la ligne, où c'est créé grâce à la ligne. La zone de Kénitra aujourd'hui est un vrai succès. La zone franche de Kénitra est un vrai succès. Et c'est pas créé non plus juste parce qu'il y avait un axe routier. Et c'est créé parce qu'il y avait une vision d'un train à grande vitesse qui pouvait relier aussi Casablanca et Tanger ou Rabat. Comme le port de Tanger-Med comme le port de Tanger-Med qu'on a créé, ce qui est aussi, à un moment donné, on critiquait le fait de faire un port à Tanger-Med. Il faut regarder le succès que ça a eu aujourd'hui. Donc, les critiques sont toujours faciles quand on ne comprend pas les visions. Les visions et les enjeux. Et les visions et les enjeux. Et je pense que. Et là, c'est le cas en l'occurrence. Ceux qui ont critiqué, je pense qu'ils n'avaient pas compris l'avenir de la région. Parce qu'il doit critiquer surtout par rapport au coût, c'est-à-dire voilà, c'est le coût, vous l'avez dit, il est important. Il y a une partie 23 milliards de dirhams. Oui, non, je crois que c'est 1 milliard d'euros. Un peu plus de 1 milliard d'euros. Il y a une partie qui est supportée par la France, une partie par le Maroc. Je crois que le ticket, le prix du billet sera raisonnable. De ce qu'on entend de la part de l'ONCF. On pense que ce sera raisonnable.
moi, je pense que de toute façon, il faut accompagner le développement économique du Maroc, et pour moi, c'est une très très bonne chose d'avoir un LGV. Et un LGV lié à grande vitesse, c'est aussi un développement accéléré. Ben, c'est ce que vous voulez dire. C'est tout un processus, hein. C'est un changement de façon de raisonner. On a eu les autoroutes on avait un tissu routier qui était remarquablement bon. On a fait des autoroutes et on va 2 fois plus loin et plus vite, en plus de sécurité aussi. Je pense que c'est tout ça qu'il faut accompagner. Si on fait on fait des axes autoroutiers, on fait des axes de train rapide. On a des destinations avions aujourd'hui qui sont de proximité dans toutes les zones du Maroc, dans tous les aéroports du Maroc. Aujourd'hui, vous avez des relations aériennes qui sont faites. Bon, c'est une dynamique qu'il faut suivre et c'est une dynamique qu'il faut accompagner. Et est-ce que le LGV, donc le ligne à grande vitesse, rentre dans une vision aussi, là j'ai dit de Paris, pas de Rabat, dans une vision géographique beaucoup plus large aussi? Parce que ça sera le premier train à grande vitesse du continent africain. Voilà, ce sera le premier du continent africain, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des sous-bassements, une vision aussi beaucoup plus large du côté de Paris? Je suis pas dans le gouvernement français, mais je pense qu'un ministre doit penser futur aussi, et je pense que les ministres qui nous gouvernent en France ont pensé aussi au développement africain, et aujourd'hui l'Afrique est un chantier de développement. Mais ça serait quoi? Ça serait vous LGV au Maroc pour demain pouvoir l'exporter, enfin aussi en vendre entre guillemets dans d'autres pays africains, ou il y a une autre vision selon vous? En vente dans d'autres pays africains, oui, bah il y a toute l'Afrique du Nord qui est à mettre en œuvre aussi. Hein. Oui, est-ce que l'ambition c'est de vendre aussi un LGV à un autre pays du continent africain, maghrébin, la région MENA, selon vous? Je pense qu'il y a un objectif derrière tout ça, bien sûr, mais c'est d'abord. Oui, je suis convaincu. D'abord, c'est de faire connaître le savoir-faire français. Déjà, parce que c'est quand même un succès français. Technologique. Je crois que c'était quand même un grand succès français, donc il ne faut pas le négliger. Et si on peut le développer dans la région MENA, c'est sûr qu'on va pas se gêner pour le faire. Et la région MENA, le continent de l'Afrique, et l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique subsaharienne. Parce que je dis ça, justement, ça nous permet. Oui, vous voulez rajouter? Non, mais ça nous permet aussi de parler de l'Afrique, parce que l'Afrique, la France, le Maroc. La France et l'Afrique d'abord, parce que la France et l'Afrique, quand on regarde de près la présence économique française, autant elle est dense au Maroc, elle est dynamique, symbolisée par l'arrivée du LGV, autant en Afrique, elle est un petit peu en perte de vitesse. Oui, on était très présent en Afrique dans le passé. On a un peu oublié ce continent pour se focaliser sur les pays de l'Est à l'ouverture, à la chute du mur de Berlin et le changement de régime en Union soviétique, en Russie maintenant. Oui, on a un peu délaissé l'Afrique. Moi, je le regrette parce que je pense que c'est le continent africain qui va faire qui est en porteur de croissance demain matin. Et Sa Majesté Mohamed VI l'a bien compris, l'axe sud-sud aussi est très 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 important, et il est très important aussi pour l'Europe. D'abord, si on regarde les flux migratoires qui sont... Pour des raisons migratoires, pas forcément... Mais pas que migratoires. Pas que migratoire la migration est un problème, et je pense aussi qu'il faut accompagner cette vision. Aujourd'hui, on raisonne en mondialisation, on raisonne plus en régionalisation. Enfin, on raisonne en... Mais dans la mondialisation, il y a migration, il y a toujours... Mais il y a toujours eu des flux migratoires. La migration est un problème. Non, je dis pas que c'est un problème. Je dis que la migration est une bonne chose quand elle est contrôlée. Je veux dire, ce qui est choquant, c'est les passeurs. C'est pas la migration en elle-même qui est choquante. C'est pas que les gens aient envie d'aller travailler ailleurs. Ceux qui profitent du trafic des migrants. Ça, c'est clair que c'est condamnable, et ça doit être condamné. La migration en elle-même n'est pas un problème. Mais il faut développer aussi l'Afrique, parce que on ne va pas pouvoir accueillir non plus. Mais comment vous expliquez que la France ait perdu autant de terrain sur le continent africain? Oui, on a délaissé l'Afrique parce qu'on l'a regardé vers l'Est, vers l'Est de l'Europe, ou est-ce que c'est l'Afrique qui a délaissé quelque part la France? Parce qu'on peut avoir aussi ce regard-là. C'est une très très bonne question. Là, je pense que la France l'a un peu délaissée, ou s'est moins intéressée parce qu'il y avait des zones qui étaient plus faciles d'accès que l'Afrique. L'Afrique n'est pas un continent facile, hein. Nous, on y travaille. Moi, j'y travaille. C'est des pays qui
qui ont leurs paramètres qu'il faut respecter, mais c'est pas non plus, c'est pas une partie de plaisir. Donc, est-ce que les grands groupes français, à un moment donné, ont décidé, ou les PME, PMI, qui sont d'origine toujours frileuses à l'exportation, qui veulent exporter, mais qui sont un peu frileuses, parce qu'il y a des éléments qu'elles ne contrôlent pas, et que c'est pas un Eldorado. Il faut pas penser à l'Afrique comme un Eldorado, une chasse réservée, une chasse gardée. C'est des pays qui sont compétitifs aujourd'hui, hein, qui ont beaucoup d'investisseurs qui se présentent. Les Chinois ont pris une place prépondérante dans l'Afrique. On remarque aujourd'hui qu'il y a un ralentissement aussi de la présence chinoise au sein de l'Afrique. Tous les modèles économiques, à un moment donné, doivent se restructurer et s'adapter au pays. Je pense que les Chinois ont bien compris aussi que l'Afrique c'est compliqué et que ce n'est pas juste mettre de l'argent sur la table pour s'accaparer quelques ressources. Pour l'instant, ça marche. Ouais, ça marche. La France revient. Moi, je vois des présences françaises en Afrique aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Mais donc je pense qu'on y revient. Quand on regarde les chiffres, la part de marché ou les parts de marché françaises ont été divisées par 2 en 20 ans. En 20 ans, oui. Mais on est en train d'y revenir. Ouais. On est en train d'y revenir. Moi, j'ai été frappé par ça. Ouais, Et puis c'est quoi? Parce que d'abord, au profit de la Chine, mais pas que de la Chine. Non, il n'y a pas de la Chine. Vous êtes dépassé par la Chine, vous êtes dépassé par l'Inde, vous êtes dépassé par l'Espagne. Vous êtes dépassé par la Turquie. On est dépassé par la Turquie parce qu'ils ont des offres très très compétitives, ils ont une qualité de main d'œuvre qui est très bonne. Mais nous, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est que les entreprises françaises forment les Africains de façon à ce qu'ils soient eux compétitifs sur leur territoire. Et quand j'ai vu les pays en fait qui vous ont grappillé des parts de marché, à la France, donc Chine, Inde, Espagne et Turquie, ces 4 pays en fait qui sont neutres politiquement, qui n'ont pas d'un point de vue diplomatique sur les questions migratoires, où il n'y a pas de discours tranché là-dessus. Est-ce que, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'immigration qui partent sur l'Inde, déjà, ni sur la Chine. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est vrai qu'ils peuvent être neutres. Je veux pas dire, il serait bête de pas l'être, hein. Mais non, je pense pas que, je pense que c'est un modèle économique on n'a pas perçu le développement de l'Afrique comme étant aussi imminent qu'on s'en est aperçu 15 ans ou 20 ans après. Il fallait rester, il fallait tenir, et voilà. Pour moi, c'est ça. Je suis tombé Philippe Edernclin sur une étude, un rendu en tout cas des résultats d'une étude qui a été menée par la COFAS, l'assureur crédit, où entre autres il est dit que pour que la France puisse reprendre des parts de marché, il est nécessaire qu'elle s'appuie sur des pays comme le Maroc. Oui, bien sûr, mais si vous vous rappelez bien, au moment de l'élection de M. Macron, il a eu son tour, la première visite qu'il a faite, c'est au Maroc, hein, pour un tour avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il a eu dans son discours une phrase qui m'a toujours, qui m'a donné beaucoup d'espoir pour le futur, c'est: on va accompagner les entreprises marocaines dans leur développement en Afrique. On a des entreprises du CAC 40, on a beaucoup d'entreprises du CAC 40 basées à Casablanca qui, pour moi, sont des entreprises marocaines. Pour nous, à la Chambre, elles sont entreprises marocaines. Oui, mais ça reste des entreprises françaises au Maroc. Parce qu'elles sont domiciliées au Maroc, parce qu'elles ont régi sous le régime des droits marocains. Et c'est d'accompagner ces sociétés, d'accompagner les sociétés françaises et les sociétés marocaines en Afrique. Et c'est primordial. Ça, c'est les propos, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Oui, en disant que l'an dernier, tout sera pas toujours beau parce qu'on va être concurrent, on va être compétiteur. Les marocaines qui sont installées en Afrique, qui n'ont pas attendu qu'Emmanuel Macron dise voilà, clair, il faut accompagner les entreprises marocaines en Afrique. On est bien d'accord. Ils sont partis avec Sa Majesté. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça peut être aussi perçu chez nous de Rabat comme un discours un petit peu d'infantilisation? Il faut accompagner les entreprises. Non, absolument pas. Non, on est bien conscient de la puissance de tir des entreprises marocaines en Afrique, surtout dans le secteur bancaire et assurance, et même dans le commerce bilatéral aujourd'hui entre l'Afrique et le Maroc. Non, on a aucunement l'intention, c'était pas du tout, je suis certain de ça, c'était absolument pas perçu comme on n'est pas des donneurs d'ordre ou de morale. On veut accompagner parce qu'il y a un modèle économique qui est en train de se mettre en place en Afrique, que Sa Majesté a donné et a mis en œuvre, et que c'est bien de l'accompagner parce que c'est ça qui va faire le futur. Mais c'est pas du tout. Donc en fait, aujourd'hui, la France veut essayer de s'adosser au Maroc dans la fragilité du Maroc, en tout cas des visées. On veut profiter des avancées que le Maroc a fait en Afrique pour l'accompagner, bien sûr. Et en échange, c'est le LGV marocain sur l'Afrique. On est en train de monter dedans. D'accord. Pour l'accompagner. Mais en contrepartie, vous
Parce que vous allez profiter, vous adossez à Rabat. On a des sociétés qui sont implantées au Maroc, donc qui payent des impôts au Maroc. Donc on a des cadres marocains dans ces sociétés qui vont les accompagner aussi en Afrique. Donc c'est gagnant-gagnant. Parce que dans les pertes la perte de vitesse française en Afrique, ce qui m'a frappé, Philippe Dernclin, c'est essentiellement aussi sur l'Afrique francophone. Oui, mais je suis pas surpris du tout. Si vous abandonnez un territoire, vous le perdez. Ouais. Bon, c'est simple. C'est en chute libre. C'est pour ça mais c'est pour ça qu'il faut accompagner la vision de Sa Majesté. Donc vous vous alignez à la vision. Absolument. Complètement aligné. Ah, totalement. C'est pour ça que vous êtes allé à Laayoune, que vous avez fait ce forum et que Laayoune aussi c'est la. C'est pour ça qu'on a été à Laayoune, c'est pour ça qu'on a fait le forum. Si je me dis alignement, je me dis ça fait Laayoune. En début de mois, là, il y a une quinzaine de jours. Oui, le 3-4 novembre. 3-4 novembre. Laayoune aussi, c'est l'ouverture sur le c'est une vision qu'on a eue c'est une décision qu'on a prise à la Chambre, c'est une vision que j'ai ramenée un peu dans mes bagages en disant que les provinces du sud marocaines étaient un tout petit peu aussi, si on parle de développement économique, étaient pour moi indispensable à la vision africaine. Et je pense que et c'est ce que j'ai dit, ce que j'ai dit à Laayoune, c'est on va ouvrir une école française des affaires à Laayoune, on va ouvrir un centre de formation pour l'entreprise à Laayoune, on va ouvrir un cluster de start-up à Laayoune, tout ça dans un espace dédié. Et je pense que c'est l'accompagnement, et je l'ai dit sur place, c'est au lieu d'avoir des subsahariens qui viennent à Casablanca, qui viennent à Tanger, qui viennent à Rabat ou qui viennent à Fès, si on peut former ces gens-là sur les zones à Laayoune, au moins la dynamique économique et le coût de la scolarisation sera moindre qu'à Casablanca. On va rentrer effectivement sur les enjeux de ce forum, mais le fait d'organiser un forum d'affaires à Laayoune, il n'y a pas de dimension politique, il n'y a pas de motivation politique. Nous, on n'est pas dans la politique. Co-organisateur. Non, je suis tombé sur une déclaration que vous avez faite au journal Le Monde, au titre de presse, où Philippe Dernclin dit non, attention, nous on est là pour faire du business, on est là pour parler affaires et pas de politique. Ouais, et ils ont parlé aussi du Sahara occidental dans Le Monde, qui n'a jamais été dans mes propos. Le Maroc, pour moi, est un et entier. Point. Donc, et pour vous, c'est en fait, moi je voulais pas revenir sur cet aspect-là, mais sur l'aspect, on est là pour faire des affaires. Absolument. Le forum de Laayoune, c'était business. C'est faire connaître la région. Moi, ça fait quelques années que j'y vais. Je suis stupéfait du potentiel et du développement économique aujourd'hui de cette région, y compris de celle de Dakhla, mais ça reviendra plus tard dans nos objectifs. Mais pour moi, c'est un emplacement idéal pour pénétrer l'Afrique. Et quand je dis pénétrer l'Afrique, c'est accompagner les entreprises franco-marocaines ou marocaines en Afrique. Donc pour vous, il y a une motivation, en tout cas pour la Chambre qui était co-organisatrice de ce forum d'affaires à Laayoune. Nous, c'est pas dans une vision pareille élargie comme peut le LGV. C'est l'Afrique en ligne de mire. Oui. C'est ça. Oui, absolument. Pour ce que de la base du forum d'affaires qu'on a fait, c'est absolument, bien sûr, c'est le Maroc d'abord, parce que la région de Laayoune aussi a besoin d'investissement et d'investissement privé, et n'a pas d'investissement étatique. Ce qu'on veut faire, c'est développer les investissements privés sur la région. Et comment vous voulez faire pour développer les investissements privés? Parce que nous, à l'échelle de l'État, ils essaient de développer l'investissement privé, on a un peu de mal. Donc comment vous allez faire? Parce que si vous avez des PME, PMI qui viennent s'implanter sur place, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer de l'embauche. Vous allez créer de la richesse, créer une dynamique. Et puis après, je pense que à terme, ça va générer des flux financiers entre la région et les PME PMI. Et c'est le tissu de PME PMI qui va faire le développement de la région. C'est pas les grands groupes. Et les grands groupes vont s'installer, ils y sont déjà. Vous avez déjà l'OCP qui fait des choses magnifiques à Fos-Boukra. Mais je pense que la région a besoin de PME PMI. Et notre objectif, c'est traduit par des engagements concret d'entreprises françaises? Alors, on avait 35 entreprises venant directement de France sur le forum. On a fait venir un charter de France? Non, on les a pas fait venir en charter. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ont payé leur billet d'avion. C'est pas nous qui l'avons payé. Ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ont pris leur billet d'avion. Nous, on avait fait un package au départ de Casablanca pour Laayoune aller-retour, mais le reste ça a été fait par eux.
Et ce qui démontre l'intérêt aussi, mais ce qu'il faut faire, c'est connaître la région. C'est pas juste, les investissements étatiques sont une très belle chose, mais vous donnez un essor. Mais ce qu'on voulait faire, c'est connaître aux PME, PMI françaises, la région, et aux PME, PMI marocaines qui nous ont accompagnés aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont accompagnés, puisqu'on était à peu près 150. On avait 174 participants directs inscrits à travers la Chambre, et on était 300 participants groupés. Donc oui, ça fait du volume, ça fait du monde. Et l'ouverture du forum, il y avait 450 personnes, la salle était pleine. Donc c'est créer une dynamique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup d'interrogations, il y a des intérêts qui se sont présentés. La région en a déjà pris conscience. Il y a des gens qui se prépositionnent sur le parc industriel qu'on va ouvrir dans la région à côté de Al-Marsa. Je pense d'ici fin. Quel type d'activité industrielle? Si vous ouvrez un parc? Vous avez des emballeurs, vous avez des sous-traitants pour l'industrie halieutique, de la mise en conserve, de la frigorifie, de l'énergie renouvelable. Il y a tout un mécanisme qui est en train de se mettre en place. On a une dizaine d'hectares sur les 40 déjà qui sont fortement sollicités pour accompagner le développement. Donc ça, c'est déjà un succès. Et on a des positions qui sont prises par des gros groupes qui veulent s'implanter sur la région. Comme est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Non, je ne vais pas vous les donner aujourd'hui parce que c'est pas encore conclu. Donc on en mais parlera. Mais c'est en cours de négociation. C'est un intérêt. Ils ont marqué un intérêt, ils ont confirmé leur intérêt à la région, au Wali et au président de région. Donc oui, c'est en route. Oui. Et ça, quel secteur? Le secteur d'avenir aussi? Oui, de l'eau et de l'énergie. De l'eau et de l'énergie. Oui. Pour faire vous avez déjà la désalinisation d'eau de mer, vous avez les adductions d'eau, vous avez l'électricité qui doit être produite aussi. On a tout en énergie renouvelable. Non, il y a beaucoup de projets. D'accord, donc entièrement satisfait de faire un bilan de cette opération du forum d'affaires. D'ailleurs, c'était le premier du genre. C'est le premier du genre qui est fait par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Oui, ça c'était le premier du genre qui a été fait à l'Aïoun. On a eu un précédemment à Casablanca, le deuxième à Paris et le troisième c'était à l'Aïoun. Donc le bilan, oui, pour moi le bilan est très positif. Et parce que très souvent on dit voilà c'est important d'investir là-bas parce que la fiscalité ça coûte rien, c'est zéro. Ce que j'ai dit à tout le monde, je vous interromps. Ce que j'ai dit à tout le monde, c'est pas la fiscalité qu'il faut regarder, parce que si vous faites un business plan sur une fiscalité à zéro, vous faites pas de business plan. Donc, pour moi, c'est pas l'objectif. Et je pense. Un business plan sur une fiscalité zéro, c'est un business plan qui est caduque. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis qu'un business plan où on pense que ça va être gratuit toute la vie, c'est pas un business plan. Pour moi, c'est pas réalisable. Donc, il faut partir. Il y a une loi au Maroc, il y a une fiscalité marocaine qui est mise en place, et pour moi, elle doit être applicable dans tous les territoires. Alors, qui est une dérogation qui soit accordée pour quelque temps ou sur la région, très bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait un business plan. Il faut penser futur. Si on va penser futur, c'est pas un argument que vous avez avancé aux entreprises françaises, les multinationales qui étaient là. Non et non. Il y a ce que j'ai avancé, c'est le foncier qui est très accessible à des prix qui sont bas, et la main-d'œuvre qui est disponible sur place. Donc l'emploi. Il y a une main-d'œuvre formée? Main-d'œuvre formée. Parce qu'on a un problème de formation. Non, il y a de la formation sur place. Non, la formation est faite, les gens sont là. Il y a un bassin de main-d'œuvre, il y a un bassin d'emploi qui est prêt à être utilisé, et c'est sur ça qu'il faut s'axer. C'est pas Comment vous expliquez que ce bassin d'emploi qualifié existe à l'Aïoun et pas dans d'autres régions du Maroc? Il existe dans d'autres régions du Maroc, il faut savoir les sortir, il faut savoir les embaucher, il faut savoir les prendre. Je ne parle pas des diplômés chômeurs. Oui, non, mais très souvent les entreprises se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre dans des main-d'œuvre qualifiée, opérationnelle. Parce qu'on n'est pas toujours. Je rappelle que le projet Renault, il y a eu LGV, c'est là, c'est demain, mais il y a eu le projet Renault précédemment, où le top management a eu du mal à trouver des gens formés. Il y a combien d'embauches? Mais il y a combien d'employés sur Renault? Et en plus, c'est une chaîne de montage très spécifique. Donc c'est ultra moderne, très technique. On parle de, je crois qu'il y a 6 000 emplois avec 6 millions. C'est colossal. On va pas les trouver du jour au lendemain. On n'a que 33 millions d'habitants au Maroc. Et la région de l'Aïoun a 350 000 habitants. Mais il y a un bassin, il y a des personnels disposés à travailler. Nous, on a ouvert une délégation. On n'a eu aucun problème à recruter une chargée de mission à la délégation qui est remarquable, qui fait son boulot d'une façon exceptionnelle. Donc,
Il y a les moyens de faire. Il faut rester convaincu. Il faut embaucher local. Il faut prendre du personnel de la région et il faut aider la région à se développer. Oui, parce qu'il y a d'autres régions aussi où il y a des pénuries. D'ailleurs, il y a un chantier qui a été ouvert par le chef de l'État hier pour rénover un petit peu la formation professionnelle. Oui. Pour permettre effectivement, parce qu'un des maillons faibles, c'est bien sûr l'éducation, l'école, où il y a une réforme qui a été lancée, mais la formation professionnelle. Mais la formation professionnelle, elle est je dirais qu'il faut accompagner le besoin des entreprises. On n'a pas besoin de faire. Pour moi, je parle en mon nom et c'est une vision que j'ai, un état d'esprit que j'ai. Je pense qu'il faut, si on offre des bac+2, bac+3 aux gens, ils sont plus adaptés, ils sont plus faciles à adapter à l'entreprise que le contraire, qu'un bac+6 ou bac+7. Je pense qu'il faut que l'employé s'adapte à l'entreprise plutôt que l'entreprise s'adapte à l'employé. C'est un vrai sujet de débat, vous savez que cette intelligence est très partagée là-dessus. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une opinion personnelle. Oui, oui. Et pour moi, c'est si vous avez un employé qui est fidèle dans une société, il est fidèle parce qu'il y trouve des intérêts, parce qu'il y trouve des avantages et parce qu'il sait défendre la culture de l'entreprise. Donc il y a toute une culture de l'entreprise qu'il faut mettre en place. Très bien. Philippe Ederlin, merci à vous. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli ce matin. Demain, vous serez dans le LGV. Je vais être dans le LGV, un bon LGV pour demain matin et qu'il fasse beau surtout, qu'on ait une inauguration avec un grand soleil et ce sera beaucoup de sourires pour tout le monde. Et après le futur. Et après le futur, ouais, l'avenir commun, c'est ça. Voilà, l'avenir commun. L'Afrique en ligne de mire. Et une motivation purement économique. Hein. Pour moi, ce n'est que des motivations. Je suis apolitique. La Chambre est apolitique. Ce que je vais retenir aussi, c'est que le LGV, c'est du win-win. Oui. Ah bah oui. On est 50-50. Ouais. Paris-Rabat, 50-50. Oui, c'est du win-win. Win-win. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder le développement. Hein. Win-win. Si on n'est pas win-win, vous avez toujours quelqu'un qui perd et vous n'êtes pas satisfait. Il y a le cas où c'est aujourd'hui le cas entre la France et le Maroc? Ah non, je pense qu'entre la France et le Maroc, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été win-win? Ah oui. Non, ça j'en suis convaincu. On sait défendre nos intérêts? Les Marocains savent très très bien défendre leurs intérêts et les Français ne sont pas trop mauvais non plus dans ce domaine. Merci en tout cas, Philippe Ederlin. Merci à vous de m'avoir écouté. Président de la Chambre française de commerce et d'industrie, je vous souhaite une belle journée et puis une belle inauguration officielle demain du LGV. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous vos auditeurs.